Partie, la seconde intervention, je l'ai faite par moi-même. Et... Oui. Comme ça, comme ça. Comme ça. Ça va mieux? Donc la seconde intervention, c'est la médiumnité chez l'enfant. Jean-Paul en a parlé, quelqu'un en a parlé déjà, mais il y a énormément d'enfants aujourd'hui qui disent effectivement voir les morts, voir des ombres et être perturbés aussi par ce qu'ils voient, tout comme les parents, parce qu'ils n'ont absolument pas de réponse aujourd'hui. Hein? On va essayer de voir un petit peu tout ça. Donc pour parler de la médiumnité chez l'enfant, nous devons d'abord savoir qui est bébé. Et nous allons voir donc, qui est ce petit être. Alors qui est bébé? Lorsqu'un enfant naît, la première chose que l'on fait, c'est rechercher les traits, les similitudes avec les parents et les autres membres de la famille. Les possibles déficiences, les aptitudes, les particularités inhérentes à leur personnalité. Cependant, si nous observons les enfants d'une fratrie ou d'un groupe d'enfants du même âge, il est facile de vérifier les différents niveaux intellectuels, les différentes capacités et aussi personnalités. Qu'est-ce qui fait que ces enfants soient différents? Qu'est-ce qui détermine les différences de la personnalité de ces enfants? Cette différence serait-elle un ensemble de traits hérités des ancêtres? Dans ce cas, alors, comment expliquer certaines différences dans les compétences, les prédispositions et traits de caractère qui n'ont rien à voir avec l'héritage génétique? Comment résoudre ou comprendre aussi certaines perturbations psychologiques et blocages que l'on voit chez les jeunes enfants? La philosophie spirite a la clé de cette énigme humaine. L'enfant est un esprit réincarné. Il n'est pas un adulte en miniature, mais un esprit immortel, propriétaire d'une incroyable collection d'expériences résultantes de ses incarnations antérieures. Au moment où paraît le nouveau-né, les premiers pleurs signifient qu'un esprit a revêtu un nouveau corps physique. Cet esprit amène avec lui une longue histoire déjà écrite, pleine d'échecs, mais aussi de succès. Et il continue, à travers le temps, dans les expériences indispensables des réincarnations successives, à écrire de nouveaux chapitres dans le processus de l'évolution. Ainsi, l'être humain apporte dans sa partie la plus intime d'infinies possibilités de croissance et de maturation spirituelle, qui avec les efforts et le travail sur soi viendront se concrétiser. Enfant de Dieu, il apporte en lui le germe de la perfection. Et ce germe, nous l'avons tous en nous. Lors de sa réincarnation, l'esprit de l'enfant amène donc avec lui son savoir, ses qualités, ses défauts, ses compétences, ses préférences, son caractère aussi, ses traumatismes et ses tendances. À chacune de ces incarnations,
Il fait de nouveaux apprentissages, expérimente de nouvelles expériences, développe et perfectionne des potentiels et des capacités passées. À chaque incarnation, il prend une nouvelle personnalité, mais ne perd pas son individualité. Ce qui veut dire que bébé n'est pas juste le résultat de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Il n'est pas uniquement ce petit corps organique que nous admirons avec amour et beaucoup de tendresse. Bébé est un esprit plus ou moins évolué avec un programme spirituel de réincarnation. Cet enfant a un projet de vie ou d'existence dans lequel il est totalement impliqué. Maintenant que nous savons qui est l'enfant, voyons qui est l'être humain. L'être humain est doté d'innombrables facultés qui sont les attributs de l'esprit, comme l'intelligence, la capacité de penser, la conscience, la force, la volonté, la mémoire. Il a également la capacité de s'exprimer, de voir et d'entendre. Mais parmi toutes ces aptitudes, nous pouvons inclure la médiumnité, qui s'exprime à travers les organes physiques et les différents centres. Et il me semble aussi que la philosophie spirite nous dit que nous avons tous une sensibilité médiumnique. Voyons ce que dit le livre des médiums dans son introduction. Bien que chacun renferme en soi le germe des qualités nécessaires pour le devenir médium, ces qualités n'existent qu'à travers des degrés différents. Et leur développement tient à des causes qui ne dépendent de personne de faire naître à volonté. Donc voyons qu'est-ce que la médiumnité. La médiumnité est donc une aptitude naturelle qui permet la communication entre les esprits incarnés et désincarnés. Elle est inhérente à l'être humain et a toujours fait partie de l'histoire de l'humanité. Et nous en avons de nombreux exemples dans la Bible. À toutes les époques de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, les hommes ont parlé avec les défunts. Il n'est donc pas une invention ni un privilège spirite. Avec l'arrivée du spiritisme, la médiumnité a retenu l'intérêt des chercheurs et son exercice a reçu là ses titres de noblesse. Si elle est innée, elle n'est surtout pas un signe de perfection, de sagesse ou d'évolution. On la retrouve dans toutes les religions, dans toutes les cultures et chez tous les individus que l'on appelle médium. Ce mot a été adopté par Allan Kardec pour désigner celui qui sert d'intermédiaire entre le plan physique et le plan spirituel. Le médium, c'est le clairvoyant, le clairaudient, le psychophone, etc. Oui, nous sommes tous médiums, simplement parce que toutes les créatures ont la capacité de capter les pensées, les influences et suggestions mentales positives ou négatives que les désincarnés ou les incarnés émettent. Et cela est très naturel, puisque nous sommes tous des esprits dans un corps physique. Ce qui veut dire que nous nous influençons mutuellement. Les échanges se font tant dans un monde que dans l'autre, c'est-à-dire d'incarné à incarné, d'esprit à incarné, d'incarné à esprit et d'esprit à esprit. En général, nous ne percevons pas consciemment cette influence, pourtant, les pensées émises agissent et déterminent parfois nos choix, notre conduite et notre attitude. Il est évident ici que l'influence des bons esprits nous oriente vers le bien, apporte la paix et l'équilibre,
celle des esprits inférieurs transmet de mauvaises suggestions, la colère, la dépression, la division. Tout cela ne supprime pas notre libre arbitre. Nous devons analyser nos pensées et opter pour cultiver celles qui sont positives. Nous arrivons maintenant à la médiumnité chez l'enfant, puisqu'elle est innée, donc cet enfant a ses capacités médiumniques, tout comme l'adulte. À quel âge peut-on sans inconvénient voir éclore la médiumnité? La réponse donnée par le monde spirituel au chapitre 18 du livre des médiums: il n'y a pas d'âge précis, cela dépend entièrement du développement physique ou encore plus du développement moral. Il y a des enfants de 12 ans qui en sont moins affectés que certaines personnes faites, c'est-à-dire des adultes. Parce que être médium, pour un adulte, n'est pas obligatoirement un signe, je vous l'ai dit, de sagesse ou de responsabilité. Et il y a des jeunes qui sont plus responsables que les adultes. Il n'y a donc pas de période déterminée pour l'éclosion de la médiumnité. Elle peut se manifester chez le bébé, comme vous le voyez sur l'image, chez l'adulte et l'adolescent, chez la personne vieillissante, chez l'homme, chez la femme. Seulement, elle sera limitée par la nature organique et psychique. Pour l'enfant, son apparition spontanée n'occasionne aucune souffrance. Dans la période infantile, l'épanouissement de la médiumnité est aussi naturel que les autres types d'apprentissage, se produisant aux différentes étapes de développement de l'enfant. Les enfants ont une facilité naturelle pour percevoir la présence des esprits. Et c'est aussi d'une façon très naturelle qu'ils maintiennent avec eux des conversations. Les interactions avec le monde spirituel n'ont pour eux absolument rien d'extraordinaire. Un enfant ne va pas faire parfois la différence entre une personne vivante ou un esprit. Pourquoi cette facilité? Parce que le processus de réincarnation se prolonge jusqu'à l'âge de 7 ans. Dans les premières années de la vie physique, au stade du nourrisson, l'esprit incarné entretient des liens plus ou moins étroits avec le monde spirituel, sa patrie d'origine. La présence d'esprits amis et d'esprits protecteurs qui se trouvent à sa proximité pour le soutenir dans son nouveau départ ne l'étonne absolument pas. Et durant son sommeil, l'esprit qui vient de revêtir une nouvelle forme physique est en contact permanent avec les plans spirituels d'où il vient. Dans un message reçu à la Société de Paris par le médium de Lannes en 1865, il est écrit: étudiez la figure du petit enfant qui dort. Vous le voyez souvent sourire aux anges. Comme on dit vulgairement, expression plus juste qu'on ne le pense. Il sourit effectivement aux esprits qui l'entourent et doivent le guider. Il regarde fixement, il regarde fixement. Il semble reconnaître des êtres amis. Tantôt, il bégaye des mots et des gestes joyeux semblent s'adresser à des figures aimées. L'enfance proprement dite est donc une longue suite d'effets médiumniques. Par conséquent, on comprend que la compagnie spirituelle de l'esprit récemment réincarné, c'est-à-dire l'enfant, dépend du plan vibratoire plus ou moins élevé qu'il vient de quitter et des liens plus ou moins denses qu'il a avec les esprits des différents niveaux d'évolution.
C'est un peu difficile pour nous, ça, à accepter, parce qu'on voit chez l'enfant uniquement le bébé. On oublie que dans ce tout petit corps, il y a un esprit, avec des défauts, comme je vous l'ai dit, et avec des qualités aussi. Donc dans le cas où les liens sont maintenus par des esprits inférieurs, l'esprit protecteur ou l'ange gardien veille sur lui, il n'est jamais très loin. Et donc il y aura une seconde partie cet après-midi qui va être développée par Claudia sur l'obsession chez les enfants. Donc voyons maintenant la médiumnité et l'enfance. Le nombre d'enfants médiums est important, car cette faculté bénit le travail pour le bonheur de l'esprit au même titre que toutes les autres dont il est doué. Comme toutes les autres facultés émotionnelles, cognitives, physiques, les aptitudes artistiques et culturelles, elles demandent une orientation correcte pour cet enfant. Donc quand pouvons-nous dire que l'enfant est médium? On peut dire que cet enfant est médium lorsqu'il présente des signes de médiumnité, bien sûr, mais aussi lorsqu'il commence à mentionner la présence d'esprit à la maison et que personne d'autre que lui ne peut percevoir. Il peut également nous décrire et vous parler des personnes âgées, des grands-parents, des arrière-grands-parents ou de certains parents qu'il n'a même pas connus. À la grande surprise de son entourage, il est capable de les identifier dans l'album de famille. Il peut encore vous expliquer qu'il joue, parle et rit avec un ami invisible. Quel est l'enfant qui n'a pas un petit copain invisible? Voyons un peu qui est cet esprit, enfin cet ami invisible. Excusez-moi. Gian Papalia, auteur du livre Le monde de l'enfance, aborde la question de l'ami invisible et mentionne que 15 à 30% des enfants entre 3 et 10 ans ont un compagnon imaginaire. Il arrive dans la vie de l'enfant après l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, et disparaît souvent quand l'enfant est scolarisé. Pourquoi? Parce que la scolarité, j'ai envie de dire, l'esprit à partir de 6-7 ans est totalement réincarné. Donc obligatoirement, il commence à avoir une fermeture avec le monde spirituel. Donc pour les psychologues, c'est un fait tout à fait naturel. Le fruit de l'imagination infantile qui se crée un ami pour jouer et lui tenir compagnie. Par contre, en général, ce sont des enfants qui se présentent, qui se sentent seuls parce que les parents travaillent de trop ou sont trop occupés. L'enfant a une carence affective et ne reçoit pas l'attention dont il a besoin et il va créer cet ami imaginaire. Dans ses travaux, Inge Krenk, professeur de psychologie du développement, précise que les amis imaginaires rempliraient un rôle très positif et aideraient souvent l'enfant à traverser une période difficile. Elle explique également que les compagnons imaginaires peuvent apparaître dans des périodes où l'enfant fait de grandes avancées dans son développement cognitif. Ainsi, ils peuvent permettre à l'enfant d'exprimer des sentiments ou des impulsions qu'il doit désormais contrôler, car justement, il devient un grand. Elle ajoute que ce phénomène n'est donc absolument pas distinct d'une psychose et ce n'est pas non plus une pathologie. Voyons quelques cas de médiumnité que nous connaissons tous. Dans la Bible, au chapitre 2, verset 28 du livre de Joël, il est écrit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Il me semble que les prophéties, les songes et les visions font partie des phénomènes médiumniques. »
La jeune Bernadette Soubirous, en 1858, clairvoyante et clairaudiente, communiquée avec le monde spirituel, a vu l'esprit d'un guide que l'on appelle aujourd'hui l'Immaculée Conception. Les enfants de Fatima, Veronica Nucci, 12 ans, et Giovanni, son frère, 9 ans, en 1853, ont eu des apparitions d'un être de lumière que l'on prie et que l'Église catholique appelle aujourd'hui la Vierge. Chez les spirites, la médium Élisabeth d'Espérance voyait des personnes partout dans sa maison. Ils circulaient comme s'ils habitaient là. Divaldo, à l'âge de 4-5 ans, reçoit des messages de sa grand-mère. Chico Xavier, à 4 ans, parle à sa maman désincarnée. Yvonne Pereira, très jeune, était clairaudiente, clairvoyante et se dédoublait. Il y a énormément d'enfants qui ont vu des entités. Donc voyons maintenant l'apparition de la médiumnité. Donc pendant l'enfance, cette apparition de la médiumnité, elle est souvent turbulente. L'enfant a des visions, entend, produit des effets physiques. Tout cela lui semble parfaitement naturel et ne lui cause aucun problème à l'enfant. Cependant, ne sachant pas discerner la réalité objective des phénomènes spirituels, il fait un amalgame et peut créer des situations embarrassantes, désagréables et déstabilisantes pour la famille. Celle-ci se trouve confrontée à la manifestation de phénomènes de deux ordres distincts, les phénomènes perturbateurs, donc la médiumnité d'épreuve, et ceux qui sont naturels, qui n'engendrent pas de déséquilibre ou de troubles du comportement. Quelle va être la réaction de la famille? Elle ne sera pas sereine devant ce type d'événement. Par manque d'informations, beaucoup de parents concernés sont inquiets et anxieux. En détresse, ils s'imaginent que leur enfant est porteur d'une maladie psychiatrique ou d'un trouble psychologique. Mais sachez que la schizophrénie ne se manifeste pas avant l'âge de 7-8 ans. Ne sachant pas ce qu'il se passe, la première réaction des parents est d'envoyer l'enfant chez un psychologue ou chez un pédopsychiatre. Celui-ci cherchera à équilibrer l'enfant et prendra des mesures pour éviter que les phénomènes considérés comme gênants et effrayants, désagréables aussi, ne se reproduisent pas. L'enfant va alors recevoir un traitement chimique comme le Risperdal, qui aura pour seul effet de le plonger dans une somnolence. L'enfant aura énormément de mal pour se concentrer. Arrive l'échec scolaire. On a reçu un jeune à l'association qui était dans cette situation-là. Oui. Et parfois une déscolarisation. La médiumnité n'est pas un problème psychologique ou un trouble du comportement. Chapitre 18 du livre de Médium. La réponse des guides instructeurs par rapport à cette médiumnité est-elle un état pathologique ou simplement anormal, anomale par quelquefois, mais non pathologique. Il y a des médiums d'une santé robuste, ceux qui sont malades le sont pour d'autres causes. Cependant, il ne faut pas exclure une pathologie car la maladie mentale ou les troubles psychologiques existent chez l'enfant. Il ne faut pas rejeter la médiumnité non plus, car si le professionnel ne tient pas compte des phénomènes médiumniques, son diagnostic sera incomplet et les résultats attendus seront inefficaces
est décevant. L'enfant ne sera pas aidé. Donc c'est malheureusement après ce parcours difficile de psychologue en pédopsychiatre que les parents arrivent dans un centre spirit. Comment devons-nous réagir? Comment aider cette famille en détresse? Mais surtout, comment aider l'enfant? Ignorer le phénomène ou les rejeter ne va pas les supprimer. Ce comportement ne fera qu'enfermer l'enfant dans une profonde solitude. Les parents ne doivent pas s'affliger quand ils sont confrontés à des cas de ce type. Ils doivent chercher des solutions adaptées pour aider cet enfant, en lui apportant une sécurité affective, en dialoguant de manière naturelle. Ce sont juste des choses naturelles que parfois les adultes ne comprennent pas êmes. Il n'y a pas d'hallucination. Cet enfant ne vous ment pas non plus quand il vous dit voir des ombres ou voir des êtres transparents ou des chiens invisibles qui viennent là à proximité de lui. Ce n'est pas des hallucinations. Parler et répondre à l'enfant avec simplicité, sans contribution fantaisiste du surnaturel, en évitant les paysages sombres créés par nos propres peurs. Pas de menaces inquiétantes, mais donner une apparence naturelle au phénomène, afin qu'il soit bien accepté et compris par l'enfant, est le premier devoir des parents. Attention aussi à l'imagination, aux absurdités, aux mauvaises orientations, aux superstitions qui entourent les phénomènes paranormaux et médiumniques. Attention aux mauvais conseilleurs, aux pratiques excentriques, à ceux qui soi-disant sont capables de développer la médiumnité de l'enfant, mais également à ceux effrayés qui diront qu'il faut bloquer cette médiumnité, l'annuler ou alors amener un enfant chez un exorciste. Attention aussi de ne pas considérer cet enfant comme un être supérieur ou missionné. Cet enfant doit être éduqué comme n'importe quel autre enfant. Il a besoin d'un cadre. Il en va de son équilibre émotionnel et psychique. Donc la manière la plus sûre de l'aider correctement est de prendre contact avec un centre spirit sérieux, où il pourra être orienté et participer aux activités destinées aux enfants et aux adolescents. Ce sujet va être développé par Régis. Pourquoi faut-il que cet enfant soit pris en charge? Parce qu'avant 7 ans, l'équilibre mental de l'enfant est en pleine construction. C'est là que se joue le futur adulte, c'est là que se construit le futur adulte. Il n'a pas encore conceptualisé les principes de logique pour s'approprier son environnement et le monde. Lui, il ne peut pas comprendre les choses. Il a besoin de l'adulte pour ça. Il ne fait pas non plus la relation entre la réalité et ce qui est possible. Il ne fait pas de distinction entre la vie et la mort. Cela n'a pas de sens pour cet enfant. Quand vous regardez les enfants jouer, qui s'amusent à... Il meurt, il se relève. Il meurt, il se relève. Voilà, c'est ça, c'est les jeux de l'enfance. Donc les esprits sont pour lui des êtres comme les autres, des hommes, des femmes et des enfants, tout à fait ordinaires. Cela ne veut pas dire non plus qu'il sera médium à l'âge adulte, cet enfant. Je vous l'ai dit, à partir de 7 ans, cette médiumnité peut se stopper. Donc bien souvent, elle arrête vers l'âge de 10 ans. La puberté, bien souvent. Oui, c'est ça, Francis. Ouais. Donc comment procéder lorsque cet enfant est médium? Toujours dans le livre des médiums, chapitre 18. Y a-t-il des inconvénients à développer la médiumnité chez les enfants?
La réponse est certainement. Et je soutiens que c'est très dangereux, car ces organisations frêles et délicates en seraient trop ébranlées et leurs jeunes imaginations trop surexcitées. Aussi les parents sages les éloigneront de ces idées, ou du moins ne leur parleront qu'au point de vue des conséquences morales. Alors, à votre avis, l'enfant peut-il pratiquer la médiumnité dans un centre spirit? Je répète, l'enfant peut-il pratiquer des activités médiumniques dans un centre spirit? Pourquoi? Voilà, tout simplement. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, orienter cet enfant vers un bon centre spirit, le centre qui va lui faire développer cette médiumnité, n'est pas bon. Voilà. Il faut respecter ce stade de l'enfance, c'est important. Donc il ne faut jamais permettre qu'un enfant médium participe à des activités médiumniques, même si cela semble justifié. Car il lui est impossible d'assimiler les enseignements spirites spécifiques sur le sujet. Il lui est difficile d'examiner les conflits qui ont lieu pendant l'éducation de la médiumnité. En règle générale, je suis bien en retard. Voilà. En règle générale, l'exercice de la médiumnité ne doit pas se travailler avec les jeunes, même avec des adolescents de 15-16 ans. Pourquoi? Un enfant de 15-16 ans, il ne va pas être dans l'humilité, il sera un peu... Mais il ne va pas comprendre. Observez un adolescent. Déjà, il est en pleine construction. Je ne sais pas si vous connaissez le livre « Le complexe du homard ». Tu connais c'est extraordinaire. Si vous avez des enfants, des ados, ben vous pouvez lire ce livre. En fait, il change de peau. Il change de peau, cet adolescent. Donc, il est totalement ébranlé. Hein? Donc, c'est juste une question de bon sens. Observez la vie d'un adolescent. Comment vit-il? Comment se comporte-t-il? Est-il capable de prendre son engagement au sérieux, son engagement médiumnique? A-t-il de la volonté pour travailler sur lui-même? Comment réagit-il? Comment gère-t-il ses émotions et ses pulsions? A-t-il des conditions morales et spirituelles pour développer correctement cette médiumnité? On sait en outre que le recueillement est une condition sans laquelle on ne peut avoir affaire à des esprits sérieux. Donc travailler la médiumnité avec cet enfant, c'est l'emmener et ouvrir une porte vers un monde peut-être spirituel inférieur qui va le perturber. Les évocations faites avec étourderie et en plaisantant sont une véritable profanation qui ouvre un facile accès aux esprits moqueurs et malfaisants. Comme on ne peut attendre d'un enfant la gravité nécessaire d'un pareil acte, il serait à craindre qu'il n'en fît un jeu, qu'il s'amuse avec ça. S'il était livré à lui-même, dans les conditions même les plus favorables, il est à désirer qu'un enfant doué de la faculté médiumnique ne l'exerce que sous l'œil de personnes expérimentées qui lui apprendront, par exemple, le respect que l'on doit avoir envers le monde spirituel. On voit après cela que la question d'âge est subordonnée aux circonstances, tant du tempérament que du caractère. Toutefois, ce qui ressort clairement des réponses ci-dessus, c'est qu'il ne faut pas pousser au développement de cette faculté chez les enfants lorsqu'elle n'est pas spontanée. Je vous ai parlé tout à l'heure de Chico Xavier. Effectivement, je pense qu'ils ont travaillé leur médiumnité très tôt.
Hein, mais c'était pas normal, c'était une médiumnité spontanée. Hein. Et ça n'a pas perturbé leur équilibre non plus, parce qu'ils étaient suffisamment matures. Je vous ai dit en début de conférence que parfois il y avait des enfants qui étaient beaucoup plus matures que des adultes. C'est une question de maturité et de responsabilité. La médiumnité, c'est un engagement moral et responsable. C'est très important. Donc voilà, effectivement, comme je viens de vous le dire, il y a comme Chico Xavier, lui, il n'y a eu aucun problème, en tout cas à ma connaissance, et a développé cette médiumnité, il recevait des messages. Déjà, il voyait à l'âge de 4 ans sa maman. Donc vous voyez, ça a commencé très 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 tôt. Hein. En conclusion, il y a un temps pour toute chose. L'enfant doit grandir et mûrir. Il a le droit de vivre son enfance, de jouer, tout simplement. La pratique de la médiumnité demande de la prudence, de l'étude, un travail sur soi. Le spiritisme élève la médiumnité à la catégorie de mission, démontrant l'importance dans la vie de l'individu, puisque cette faculté ne surgit pas par hasard. Mais oui, elle exprime plutôt un engagement, un compromis antérieur assumé. Il est évident que sa pratique doit être de manière altruiste et présenter un travail de base proposant une méthodologie et une pédagogie. Je vous remercie de votre attention.
Toutefois, ce qui ressort clairement des réponses ci-dessus, c'est qu'il ne faut pas pousser au développement de cette faculté chez les enfants lorsqu'elle n'est pas spontanée. Je vous ai parlé tout à l'heure de Chico Xavier. Effectivement, je pense qu'ils ont travaillé leur médiumnité très tôt. Hein, mais c'était pas normal, c'était une médiumnité spontanée. Hein? Et ça n'a pas perturbé leur équilibre non plus, parce qu'ils étaient suffisamment matures. Je vous ai dit en début de conférence que parfois il y avait des enfants qui étaient beaucoup plus matures que des adultes. C'est une question de maturité et de responsabilité. La médiumnité, c'est un engagement moral et responsable. C'est très important. Donc voilà, effectivement, comme je viens de vous le dire, il y a comme Chico Xavier, lui, il n'y a eu aucun problème, en tout cas à ma connaissance, et a développé cette médiumnité, il recevait des messages. Déjà, il voyait à l'âge de 4 ans sa maman. Donc vous voyez, ça a commencé très tôt. Hein. En conclusion, il y a un temps pour toute chose. L'enfant doit grandir et mûrir. Il a le droit de vivre son enfance, de jouer, tout simplement. La pratique de la médiumnité demande de la prudence, de l'étude, un travail sur soi. Le spiritisme élève la médiumnité à la catégorie de mission, démontrant l'importance dans la vie de l'individu, puisque cette faculté ne surgit pas par hasard. Mais oui, elle exprime plutôt un engagement, un compromis antérieur assumé. Il est évident que sa pratique doit être de manière altruiste et présenter un travail de base proposant une méthodologie et une pédagogie. Je vous remercie de votre attention.